Après la présentation de Dr Hamdi sur la PMI, j'ai assisté, je pense, à la moitié de la présentation. C'était très bien. Là, on va parler d'un autre mode de ventilation non invasive, les lunettes à haut débit d'oxygène. On parle aussi d'oxygénothérapie haut débit, l'OHD. Je pense que c'est très à la mode maintenant, donc tout le monde connaît l'OHD. Alors, pour rappeler un peu l'histoire, je vais d'abord définir l'OHD. C'est un support ventilatoire non invasif. Les lunettes à haut débit, appelées aussi en anglais High Flow Nasal Cannula, permet d'administrer en détresse respiratoire air oxygène qui est réchauffé à 37 degrés et humidifié avec une hygrométrie de 100% par des canules nasales à des débits élevés et avec une FiO2 qui peut atteindre 100%. Alors, les avantages de cette technique qui est très à la mode, d'abord parce que le montage est très facile, vous allez le voir si vous ne l'avez pas fait avant. C'est très confortable pour l'enfant et on a un moindre traumatisme nasal par rapport aux interfaces qui vous ont été présentées tout à l'heure. Donc, vous avez vu avec l'interface nasale, le masque nasal ou le masque naso-buccal, il y a quand même des zones d'appui plus importantes sur le visage, alors qu'avec les canules nasales, il n'y a pratiquement pas de trauma nasal. Alors, c'est une technique dans l'histoire qui remonte aux années 90. Elle a été d'abord utilisée un petit peu par les adultes, mais ils ont laissé tomber rapidement. Et après, tout l'honneur revient aux néonatologistes qui, en 2009-2010, ont randomisé sur les lunettes à haut débit et ils ont comparé ça avec la CPAP, qui est le gold standard du support non invasif chez le nouveau-né, pour prévenir les apnées, pour éviter l'intubation ou en post-extubation. Et les inconvénients de la CPAP, c'était le traumatisme nasal essentiellement, les déformations, la distension abdominale avec tout ce que ça peut engendrer comme gêne à l'alimentation. Il y a aussi le risque de pneumothorax et le nursing qui est lourd. Donc, le montage, on a besoin de quoi? En fait, on a besoin d'un générateur mélangeur air-oxygène, en tout cas pour simplifier, une source air, une source oxygène, d'un humidificateur réchauffeur et puis d'un circuit monobranche sur lequel on va brancher la canule nasale. Donc, voici le circuit en vrai que vous connaissez avec toutes les pièces. Il y a cette pièce qui est importante, qui fait partie du circuit à usage unique. Cette pièce, elle se trouve entre l'entrée de gaz, donc oxygène-air, et la chambre d'humidification qui est là. Le rôle de cette pièce, elle limite la pression pour la sécurité du patient et du système. Donc, elle est très importante. Il ne faut pas bricoler et ne pas essayer de raccorder directement la sonde d'oxygène vers l'humidificateur. Il faut passer par cette pièce. Par la suite, il y a le circuit monobranche et la canule nasale. Et vous avez ici les câbles thermiques parce que sur l'humidificateur réchauffeur, il y a des câbles pour mesurer la température. Vous voulez que votre patient reçoive de l'air oxygène à 37 degrés. Ces câbles permettent de surveiller tout ça et de garantir le réchauffement et l'humidification. Il y a bien entendu en Tunisie deux types de circuits. Il y a l'ancienne génération où il y a 4 types de canules, pas 3. Là, j'en ai mis 3, mais il y a 4 types de canules nasales. Mais avec cette ancienne génération, les débits maximum fixés par le fabricant sont de 7 à 8 litres par minute. Il y a maintenant la nouvelle génération qui est plus largement utilisée, c'est l'Optiflow Junior. C'est une autre matière des canules nasales et du circuit aussi, et qui permettent d'atteindre des débits beaucoup plus élevés chez l'enfant. Là aussi, il y a 4 couleurs différentes et 4 tailles de canules différentes, donc pour le nouveau-né prématuré, pour le nouveau-né à terme en jeune,
pour le nourrisson en mauve et pour l'enfant un peu plus grand en vert. Et donc, on peut aller jusqu'à 25 litres par minute. Alors, quels sont les paramètres de réglage? Il n'y a pas beaucoup de paramètres de réglage pour l'OHD. C'est pour ça que c'est très facile. On doit fixer le débit initial du mélange air-oxygène. On doit fixer la température et on doit fixer la FiO2. C'est tout. Donc, 3 paramètres. Le débit initial, tout le monde s'accorde sur le fait de commencer par un débit de 2 litres par kilo et par minute. Donc, si l'enfant il pèse 10 kilos, on va commencer par 20 litres par minute. S'il pèse 4 kilos, c'est 8 litres par minute. Alors, pour l'enfant plus grand, les recommandations actuellement donc, disent qu'entre 6 et 12 ans, on peut d'emblée fixer entre 25 et 30 litres par minute, donc 20-30, et entre 12 et 18 ans, avec un poids supérieur à 40 ans, on peut aller jusqu'à 50 litres minute, voire 60 litres minute chez l'adulte. Alors, le choix de la canule, il est très important. Il faut que le diamètre de la canule soit égal à 50% du diamètre de la narine. C'est un système à fuite, donc il ne faut pas que ça soit un système obstructif. Il ne faut pas que la taille de la canule soit trop grosse par rapport au diamètre narinaire et qu'elle couvre 70 à 80% de la narine. Il faut que ça soit à 50%. Il ne faut pas que ça soit non plus trop petit. Là, ce n'est pas efficace. Alors, après avoir décidé du débit initial, il faut décider de la FiO2. Et comment on va fixer notre FiO2? C'est la quantité suffisante en oxygène pour avoir notre SPO2 cible. C'est-à-dire, si vous avez décidé que chez ce patient, il doit avoir une saturation supérieure à 95%, vous allez utiliser la FiO2 nécessaire. Alors, il y a différents, comme je l'avais dit tout à l'heure, vous avez besoin d'une source air si vous n'avez pas de mélangeur. Le mélangeur, il coûte très cher, c'est plus de 5 000 dinars à lui tout seul, avec l'humidificateur qui fait dans les 7 000 dinars, donc c'est trop cher. Nous, ce qu'on fait dans le service pour pas mal d'enfants, c'est d'utiliser, jusqu'à l'année dernière, on utilisait ce système-là. Maintenant, on a d'autres machines, en fait. Donc, une source air, une source oxygène et la FiO2, c'est X litres minute d'air fois 0,21 plus Y litres minute d'oxygène sur le débit total. Par exemple, si j'ai mis 5 litres d'air et 2 litres d'oxygène, ça me fait une FiO2 à 43%. 5 fois 0,21 plus 2 fois 1 sur 2 plus 5, 7. Alors, il y a des enfants qui n'ont pas besoin du tout d'oxygène. Ça n'empêche pas qu'il faut commencer avec le débit initial de 2 litres kilo minute. Parce que si on a décidé d'utiliser l'OHD, ce n'est pas uniquement parce que l'enfant est hypoxique ou a besoin d'oxygène, mais parce qu'il a une détresse respiratoire et un travail respiratoire important. Et vous allez voir tout à l'heure comment ça marche et pourquoi c'est une véritable technique de VNI. Bien sûr, la température entre 34 et 37 degrés, idéalement à 37 degrés. Et c'est pour ça que sur l'humidificateur, on doit sélectionner le mode intubé. Donc, vous voyez ici ce bouton-là sur ces humidificateurs Fisher-Paykel. Il y a en haut le mode intubé et en bas le mode masque, le mode non intubé. Il faut mettre le bouton en vert sur le mode intubé pour obtenir une température à 37 degrés. Alors, quand on a besoin d'utiliser des débits plus importants, on a recours à l'Ervo2. Et l'Ervo2, c'est l'appareil qui est utilisé actuellement un peu partout dans les services de pneumologie et les services Covid, parce que ça permet de délivrer des débits très importants. Mais ces mêmes appareils permettent d'avoir aussi le mode junior. Il y a le mode adulte et le mode junior. Et la même chose, on a 3 paramètres à régler, la température, le débit et la FiO2. Vous avez que ce réglage-là, 35 litres minute et la FiO2, elle est de 21%. Comment on va fixer la FiO2?
Alors, vous avez ici une sortie, ou plutôt une entrée d'oxygène, et le tuyau d'oxygène qui part du manomètre d'oxygène et qui se raccorde au niveau de cette entrée-là. Quand le manomètre il est à 0, l'appareil va délivrer de l'air pur, 21% d'FiO2. Et quand on a besoin d'augmenter la FiO2, il suffit d'ouvrir ce manomètre et d'augmenter et de voir parallèlement la FiO2. Alors, voici une vidéo qui vous montre comment on met en place l'oxygénothérapie au débit. Toujours éviter les risques infectieux, toujours se laver les mains d'abord, porter la surblouse du patient. Voilà, l'humidificateur, la chambre d'humidification, la poche d'OBD. Il faut toujours vérifier le niveau d'eau et changer la poche lorsqu'elle est vide, le pressure manifold, le tuyau air, oxygène, la pièce en Y pour faire le mélange. Voilà. Le circuit monobranche est déjà en place. Les câbles thermiques. Mettre en mode marche l'humidificateur, en mode intubé. Voilà, et par la suite, on fixe la canule nasale sur le circuit monobranche, puis sur le patient. Alors, les erreurs à ne pas faire lors du montage, c'est très simple. Donc, toutes les pièces doivent être utilisées. Hein. Il ne faut pas mettre d'humidificateur sans que le réchauffeur humidificateur soit allumé. Il ne faut pas que ça soit de cette manière. Là, on ne peut pas parler d'OHD. Là, c'est du gaspillage d'argent parce qu'on ne fait pas du tout d'OHD. Là aussi, c'est pareil. Utiliser les mauvaises canules. Ce sont les erreurs à ne pas faire. Alors, comment ça marche? Alors, tout d'abord, je voudrais insister sur l'importance du réchauffement et de l'humidification. Il faut savoir qu'un haut débit sec et froid va entraîner une sécheresse des muqueuses, des sécrétions épaisses. Ça peut causer des lésions muqueuses qui peuvent aller jusqu'à l'épistaxis. L'infection, ça déclenche un bronchospasme et c'est très inconfortable pour le patient. Donc, il ne faut jamais délivrer un haut débit sec et froid. 2. Ce processus de réchauffement et d'humidification, d'habitude, il est fait par l'enfant lui-même lorsque le mélange air-oxygène arrive sec et froid, ce qui nécessiterait une énergie, une demande métabolique, ce qui est délétère chez un patient en détresse respiratoire. Donc, au fait, les lunettes à haut débit, grâce à l'importance du réchauffement et de l'humidification, permet de diminuer la dépense énergétique. 2. Le lavage de l'espace mort nasopharyngé. Alors, au début d'une inspiration, cet espace mort, il est riche en CO2. Ce CO2 qui aurait permis de réchauffer et humidifier l'air inspiré, mais qui réduit l'efficacité des échanges gazeux. Là, maintenant, on va livrer à l'enfant de l'air et de l'oxygène réchauffé, humidifié. On n'a plus besoin du tout de CO2. Il faut accélérer sa sortie, ce qui permet d'améliorer les échanges gazeux. Troisièmement, on utilise un très haut débit qui est largement supérieur au débit inspiratoire du patient. Et donc, ça réduit les résistances, ça ouvre la voie, ça diminue le travail respiratoire et donc améliore le volume courant. C'est ce qui a été prouvé par les différentes études physiologiques. Et puis, il y a une production d'une certaine pression expiratoire positive. Je l'ai mise en dernier. Ce n'est pas tout à fait le mécanisme le plus important, mais c'est clair que ça crée une PEP au niveau pharyngé, comme le montre cette étude. Vous avez à gauche
un enregistrement de la pression pharyngée chez un enfant qui a une bronchiolite et qui est sous 1 litre par minute. Donc, vous voyez que la pression varie autour de 0, alors que si on augmente le débit à 7 litres par minute et qu'on refait le même enregistrement, la pression pharyngée, elle est au-dessus de 0, ce qui permet de maintenir les voies aériennes ouvertes. Et ça permet de maintenir une pression positive tout au long du cycle respiratoire. Mais cette PEP, elle n'est pas réglable, on ne peut pas la régler, on ne peut pas la fixer, comme par exemple pour la CPAP. Non, là, vous ne pouvez pas fixer, donc vous ne pouvez pas savoir exactement quelle PEP le circuit est en train de générer. C'est une PEP qui est variable en fonction de la taille de la canule, du débit de gaz, des fuites par la bouche, notamment quand le nourrisson pleure, du poids du nouveau-né et aussi du débit des données. Donc, vous voyez que sur cette diapositive, vous avez en abscisse le débit en litres par kilo et par minute et en ordonnée la pression pharyngée, donc la PEP. Et on augmente là de 0,5 à 1,5 litres kilo minute, 2 litres kilo minute, et c'est seulement à partir de 2 litres kilo minute que vous avez des pressions qui sont au-dessus de 4. Mais même ceci n'est pas tout à fait vrai, car ça dépend du poids, de l'âge, de la taille, etc. Donc, les mécanismes d'action, c'est en gros, c'est ce qu'on était en train de dire, bien sûr, avec une meilleure compliance, un meilleur confort chez l'enfant. Quand on dit que ça améliore la ventilation, ça veut dire aussi que ça augmente le volume résiduel fonctionnel. Ça veut dire qu'on va diminuer les signes de lutte respiratoire de l'enfant. Donc, il y a une action certaine sur le travail respiratoire et ça diminue la dilution de l'oxygène, puisqu'on a dit depuis le début qu'on peut donner jusqu'à une FiO2 à 100%. Alors, quelles sont les indications? Les indications en néonatologie sont assez larges. Donc, il est utilisé comme premier support respiratoire en salle de travail ou en néonatologie pour éviter l'intubation. On peut administrer le surfactant donc par la méthode Insurex et puis mettre sous lunettes à haut débit. C'est utilisé si l'enfant n'a pas besoin de surfactant qu'il présente une DRT, une détresse respiratoire transitoire, ou bien s'il a été ventilé pendant quelques jours et après en post-extubation. Est-ce qu'il y a une infériorité par rapport à la CPAP ou non? En néonatologie, on a tendance à penser qu'il n'y a pas d'infériorité par rapport à la CPAP. Et il y a une belle méta-analyse qui a été publiée sur le sujet, qui a regroupé 21 essais contrôlés, 2886 participants, 14 RCT qui parlent de premier support respiratoire pour les lunettes à haut débit et 8 RCT, les lunettes à haut débit utilisées en post-extubation. Et alors, ce qu'on a ici, c'est que lorsque c'est utilisé comme premier support respiratoire, c'est pratiquement la même chose, il n'y a pas de différence en gros. Donc là, c'est la conclusion de cette méta-analyse. Et quand c'est utilisé en post-extubation, c'est légèrement en faveur de la CPAP. Alors, les contre-indications ou les critères d'échec, bien sûr, il ne faut pas mettre des lunettes à haut débit chez un enfant qui est en détresse grave avec hypoxémie, avec des besoins en oxygène au-delà de 60%, ou bien chez un bébé qui fait des apnées fréquentes ou apnées graves avec bradycardie qui nécessite une réanimation. La CPAP ou la ventilation nasale à 2 niveaux de pression marche beaucoup mieux sur ce genre de patient que les lunettes à haut débit. Ou bien, si vous mettez votre patient sous lunettes à haut débit et qu'il y a persistance des signes de rétraction, ou chez des enfants qui sont en état de choc, bien entendu, ou qui ont des paramètres biologiques, donc un pH inférieur à 7,25 et une capnie à 60. En fait, le gros risque de l'OHD, de l'HFNC,
c'est de passer à côté de ces malades chez qui il ne fallait pas mettre de l'OHD. Allô? Voilà, donc il y a un micro qui est ouvert, je pense. En pédiatrie, la principale indication est la bronchiolite et la majorité des études publiées en pédiatrie ou en réanimation pédiatrique parlent de l'utilisation de l'OHD dans cette indication principalement. Il y a des centaines de papiers dessus, que ce soit des études observationnelles, des études rétrospectives, mais concernant les RCT, il n'y en a pas beaucoup. La deuxième indication, c'est l'asthme, mais on peut aussi utiliser dans les pneumopathies communautaires hypoxémiantes, en cas d'insuffisance cardiaque, en cas de transport pédiatrique, tout en surveillant ce risque-là de ne pas passer à côté des malades qui nécessitent un support invasif. Alors, la plus large étude publiée en pédiatrie générale, c'est celle-là. C'est un essai qui a été fait en Australie, dont les résultats sont apparus dans le New England Journal. Et ça a été fait chez 1472 patients, randomisés en deux groupes. Un groupe qui va recevoir les lunettes simples d'oxygène avec un débit de 2 litres par minute, donc classique. Et le deuxième groupe reçoit de l'OHD 2 litres par kilo et par minute avec un débit maximum de 25 litres par minute. Alors, les patients inclus, ce sont les patients qui ont un premier épisode de bronchiolite, qui sont âgés de moins de 1 an et qui, bien sûr, ne nécessitent pas une intubation dans l'immédiat, qui n'ont pas de pathologie concomitante. Donc, c'est des patients bronchiolites avec des critères bien précis, sévères et pas sévères, mais l'essentiel, des patients qui ne sont pas une indication à une ventilation assistée. Et par la suite, le critère pour trancher entre ces deux groupes, c'était de voir s'il fallait passer à une autre technique ventilatoire. Est-ce qu'il y a nécessité de faire une escalade thérapeutique? Alors, les résultats étaient en faveur de l'OHD, où le pourcentage d'enfants qui ont nécessité une escalade thérapeutique était de 12%, alors que dans le groupe qui recevait lunettes simples d'oxygène, le pourcentage d'escalade thérapeutique était de 23% et la différence était statistiquement significative avec un P inférieur à 0,001. Mais par contre, il n'y a aucune différence significative sur la durée de l'hospitalisation ou la durée de l'oxygénothérapie. Alors, au fait, les réanimateurs se posent la question, surtout quand on a été séduit par cette technique depuis 2010 dans le service, on s'est posé la question s'il y avait une différence entre l'OHD et la CPAP. Il y a une belle étude qui est sortie c'est l'essai Tramontaine, publié par Milesi, qui a regroupé 142 patients bronchiolites, randomisés en deux groupes, un groupe HFNC et un groupe CPAP. Et au bout de 24 heures, il a vu les scores de gravité. Alors, s'il y a aggravation, il y a un switch dans le groupe CPAP vers le groupe HFNC. Et s'il y a échec dans le groupe HFNC, il y a un switch vers le groupe CPAP. Alors, d'abord, il faut noter qu'il y a une différence statistiquement significative dans le taux d'échec dans les deux groupes. Dans le groupe CPAP, l'échec était noté dans 31% des cas. Par contre, dans le groupe HFNC, c'était plus important, c'est 50% des cas. Mais dans les deux cas, le taux d'intubation il est très faible. Comme vous le voyez, il y a seulement 8 patients qui ont été intubés et la différence était non significative dans les deux groupes. Nous, on a fait une étude aussi contrôlée randomisée qui a regroupé 265 patients. Donc, elle n'a pas été encore publiée. Notre méthodologie, elle est légèrement différente par rapport à l'étude Tramontaine. D'abord, on a inclus que les patients avec bronchiolite sévère.
et la sévérité a été notée par un score de Wang modifié supérieur à 11. Les patients étaient tous âgés de moins de 6 mois, donc entre 7 jours et 6 mois, bien sûr sans aucune comorbidité. Tous ceux qui avaient une dysplasie ou une pathologie cardiaque étaient exclus de l'étude d'emblée, n'ont pas été randomisés. Les patients qui nécessitaient aussi une intubation immédiate ou qui avaient un état de choc ou une détresse neurologique grave, tous ces patients ne pouvaient pas être randomisés. Donc, ça nous a pris 3 ans pour faire cette étude, pour inclure nos patients. Et le groupe il fallait 268 patients, sauf qu'aprrais l'étude, on a écarté 13 patients parce que le diagnostic final n'était pas forcément la bronchiolite. Il y avait des cas de coqueluche, il y avait des cas de cardiaque et aussi de pathologies respiratoires récurrentes. Donc, en gros, on a analysé 255 patients, 130 dans le groupe HFNC et 125 dans le groupe CPAP, ventilation nasale. Alors, on a autorisé le switch de l'HFNC vers la CPAP en cas d'échec, mais on n'a pas autorisé le switch de la CPAP vers la HFNC parce qu'il y a non-évidence de l'avantage de l'HFNC par rapport à la CPAP. Plutôt, les études disent que la CPAP est supérieure à l'HFNC. Ceux qui échouaient à la CPAP étaient intubés. Alors, le succès de l'HFNC était à 50,7%, alors que le succès dans le groupe CPAP ventilation nasale était de 70%, et une différence qui est très largement statistiquement significative. Et dans cette série, le taux d'intubation était bas et conforme à la littérature, c'est-à-dire moins de 30%. Il était de 25,8%. Mais ce qui est à noter, et c'est un fait important, c'est que sur 130 bronchiolites sévères, on a réussi quand même, grâce à la HFNC, de passer le cap et dans 50% des cas. Alors, je vais vous montrer des cas pratiques de HFNC. Par exemple, ce nourrisson qui est âgé de 2 mois, sans antécédent pathologique particulier, qui est transféré pour bronchiolite. Il a des signes respiratoires depuis 48 heures et l'examen clinique au service d'origine, polypnée à 80 cycles par minute, tirage sous-costal et intercostal, et il saturait à 90% sous oxygène. Donc, comme vous le voyez, il y a des signes de gravité, la polypnée à 80 cycles par minute et l'hypoxie. Maintenant, on a l'avantage de filmer, de prendre en vidéo les patients, et pratiquement, c'est devenu une habitude pendant les gardes. Ils nous envoient les vidéos de leurs patients en détresse respiratoire pour qu'on puisse évaluer avec eux la gravité. Donc, il est génial, il est inconsolable. Voilà, et lorsqu'on met la tétine, vous voyez qu'il a un tirage sous-costal marqué avec un balancement thoraco-abdominal. Alors, c'est le même patient au bout de quelques heures d'Optiflow Junior. Il est encore polypnéique, mais c'est beaucoup moins que 80 cycles par minute. Il est calme et ses paramètres vitaux sont corrects. Zainab, 28 jours admise pour bronchiolite. Elle est géniarde, elle est polypnéique à 60 cycles par minute, des signes de lutte marqués. Et cette patiente, en fait, elle a été mise sous HFNC en pédiatrie générale. Maintenant, depuis 3 ou 4 ans, on fait de l'HFNC à l'hôpital d'enfants dans tous les services de pédiatrie. Donc, ils la mettent chez les bronchiolites sévères pour éviter le transfert en réanimation. Mais l'indication principale reste dans la littérature la bronchiolite modérée. Dans la bronchiolite sévère, c'est plus ou moins controversé. La CPAP reste quand même le gold standard, mais quand il n'y a pas de place, si possible, on met sous HFNC et on ne prend que les malades les plus graves, notamment en période de bronchiolite.
Donc, vous voyez que chaque limite, chaque technique a ses limites. Hein. Il est sous lunettes à haut débit, l'ancienne génération. Et malgré ça, il tire encore. Il a un tirage susternal marqué. Il est très polypnéique. Donc, chez ce patient, on ne va pas continuer avec la même technique. Hein. Il est arrivé en réanimation et on a indiqué chez lui une CPAP. Quelques heures après, voilà, donc il est plus confortable avec sa CPAP. Ça, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas oublier que chaque technique ventilatoire, comme l'avait dit d'ailleurs Dr Hamdi tout à l'heure, chaque technique a ses limites et il faut connaître ses limites. On s'est posé la question aussi si on allait gagner quelque chose en passant d'un débit de 2 litres par kilo et par minute, le débit classique utilisé un peu partout dans le monde, à 3 litres par kilo et par minute. Et là aussi, Milesi a publié l'essai Tramontane 2 pour dire enfin que ça ne réduit pas du tout le risque d'échec de passer de 2 à 3. Nous, dans le service, on met exceptionnellement 3 litres par kilo et par minute. Il y a un risque quand même plus important d'avoir un ballonnement abdominal. Alors, quand c'est utilisé chez les patients qui ont une dysplasie bronchopulmonaire ou bien des patients qui ont un asthme du nourrisson, j'ai pris cette photo dernièrement pour vous montrer que maintenant, il y a des dispositifs pour pouvoir faire des nébulisations de bêta-2 mimétiques, de corticoïdes inhalés à travers le circuit sans avoir à enlever les canules nasales ou de lui coller un masque facial en plus de ses lunettes nasales. Donc, c'est une petite pièce voilà, qui se raccorde entre le circuit monobranche et la canule nasale, une pièce adaptatrice qui s'adapte bien et sur laquelle on branche notre nébuliseur et on met dans la chambre de nébulisation le produit qu'on veut donner. Honnêtement, ça a transformé le confort des patients qui en ont besoin, notamment les asthmatiques. Ils ne se retrouvent plus avec les canules nasales et le masque, le nébuliseur sur la figure. Les critères d'échec, je dirais, en gros, c'est la clinique, hein, indépendamment de ce qui est écrit. Vous devez surveiller votre patient, la fréquence respiratoire, utiliser des scores de gravité. Nous, on utilise le score de Wang modifié dans la bronchiolite. Il y a d'autres scores, le score de Wood notamment, le Clinical Asthma Score. Si votre patient aggrave son score, ça, c'est une évaluation objective, ou bien qu'au bout de plusieurs heures, il avait un score élevé et ça n'a pas baissé, ça veut dire que les lunettes à haut débit ne marchent pas. Si les besoins en oxygène augmentent, si les besoins en oxygène étaient élevés dès le départ et ils n'ont pas diminué, tout ça, c'est des critères d'échec. Les facteurs d'échec, c'est surtout les enfants qui ont une comorbidité cardiaque. Alors, dans l'asthme, c'est une indication qui est intéressante, mais il n'y a pas encore de larges études publiées. À ce que j'ai vu dernièrement, il y a un petit RCT sur une vingtaine de patients pour dire que ça améliore les choses, mais il n'y a pas d'essai clinique large. Ceci dit, nous, dans le service maintenant, on l'utilise pratiquement chez tous les enfants hospitalisés pour exacerbation sévère d'asthme et qui ne présentent pas une indication à la ventilation assistée, et notamment lorsqu'on a accès à donner le traitement inhalé, le traitement bronchodilatateur à travers le circuit. C'est quand même beaucoup plus confortable pour le patient. Alors, parmi les complications, les pneumothorax, donc il faut savoir que les lunettes à haut débit sont contre-indiquées lorsque vous avez un pneumothorax non drainé. Il faut qu'il soit drainé, mais sinon, ça n'empêche pas d'être des lunettes à haut débit chez un patient.
il y a un pneumothorax non drainé, mais les lunettes à haut débit elles-mêmes peuvent provoquer un pneumothorax, rarement, surtout quand il y a du bricolage et qu'on essaie de mettre des lunettes obstructives avec des canules qui obstruent à 80% les narines. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup pour ne pas faire cette erreur. Bien sûr, il faut surveiller chez ces patients, d'abord pour savoir si ils s'améliorent, si au contraire ils sont stables ou s'ils s'aggravent. Donc tout ça, il faut le voir de façon régulière en monitorant la fréquence respiratoire, la SpO2, les signes de lutte, les scores de gravité. Alors, il faut vérifier l'humidificateur et le réchauffeur, qu'il est bien, il n'y a pas d'alarme qui sonne. Je vous conseille de répondre à toutes les alarmes du réchauffeur humidificateur. Si c'est qu'il y a quelque chose à changer, ça peut être une déconnexion, une fuite, ça peut être un manque d'eau au niveau de la chambre d'humidification il faut changer à ce moment-là la poche d'OBD. Donc, il faut voir ce qui se passe. Il faut surveiller les zones d'appui. Ceci dit, on a très peu de problèmes de trauma nasal avec les lunettes et surveiller la tolérance digestive. Donc, l'avantage, c'est que ça permet d'alimenter l'enfant. Quand le biberon directement, donc il a ses lunettes, il prend son biberon doucement, calmement. Avec une en place, voire par sonde duodénale si on a des problèmes de ballonnement abdominal. Alors la question qu'on se pose actuellement, est toujours acheté, mais ce qui est en gros recommandé par tout le monde, c'est d'abord de baisser la FiO2 et d'envisager le sévrage de l'OHD quand ça marche par la baisse de la FiO2. Une FiO2 qui est inférieure à 30%, idéalement 25%, c'est là que vous pouvez en kg et par minute. Et vous faites doucement les choses. Donc, par exemple, si votre patient recevait 10 litres par minute, qu'il a une FiO2 à 25%, 6 heures plus tard, vous allez mettre 8 litres par minute. Vous allez diminuer par palier progressivement pour faire le sévrage en 24-48 heures. Mais l'élément principal, c'est de surveiller. C'est-à-dire que si l'enfant il s'aggrave de nouveau, vous revenez au palier d'avant. Si quand vous êtes passé de 8 à 6 litres par minute, les signes de lutte deviennent plus importants, la polypnée recommence, vous revenez au palier d'avant. Donc, chaque équipe, au fait, a sa propre sauce pour diminuer donc, des lunettes à haut débit. Il n'y a pas encore de recommandations internationales. Je vous ai donné les grandes lignes. Donc, en gros, l'OHD, très populaire actuellement, on en parle même dans les plateaux télé, puisque pour les patients Covid, dès que le patient a des besoins au-delà de 15 minutes, il passe à l'OHD à 60 minutes pour éviter l'intubation. Et ils ont de meilleurs résultats avec les malades sous OHD qu'avec les malades une fois intubés. Alors, pour nous, nos patients Covid aussi en isolement sont sous OHD. Là, aujourd'hui, là, ce soir, il y a à l'isolement un patient de 4 mois Covid qui reçoit 10 litres par minute d'OHD. Et bien sûr, tant qu'il n'y a pas d'indication à l'intuber, il n'est pas hypoxique, il n'a pas des signes de lutte marqués, il n'y a aucune raison d'aller l'embêter avec une autre technique de ventilation non invasive ou de ventilation invasive. Et je vous remercie pour votre attention.